Alors, vous connaissez peut-être Jean-Claude Van Damme, c'est un acteur un peu très connu, hein, facétieux, donc qui a publié ses pensées. C'est la Rochefoucauld des temps modernes, en fait. Alors, j'ai vite ouvert donc, le lien pour voir ce qu'il avait bien pu écrire sur la vie, l'amour et l'oxygène. Et effectivement, il a écrit quelque chose sur l'oxygène que je voudrais vous lire. Donc, entre toi et moi, il y a un produit, et c'est un produit qui s'appelle l'oxygène. Alors, si tu fais ça, inspiration, expiration, tu vis. Mais si je tue l'oxygène comme sur la Lune, tu meurs. Donc voilà, ça c'est une des pensées de Jean-Claude Van Damme. Alors, c'est pas faux, effectivement. Bon, il y a entre nous de l'oxygène, et effectivement, l'oxygène est indispensable à la vie. Mais ce qui ne transparaît pas dans cette pensée, on va dire, c'est la dualité de cette molécule d'oxygène, de ce dioxygène. Quand je parle d'oxygène, je parle de la molécule d'oxygène. Donc, ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est que l'oxygène peut être bénéfique, il est important pour la vie, mais on va voir qu'il peut avoir aussi des côtés délétères. Donc, c'est ces deux aspects que je voudrais aborder. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, voici le plan que je vous propose. Donc, je vais parler de l'oxygène, bien sûr, et puis on va voir que l'oxygène est en association étroite avec la mitochondrie. En fait, sans l'oxygène, la mitochondrie n'est pas grand-chose, ou presque rien, on va dire. Et sans la mitochondrie, bon, l'oxygène est important pour la vie, mais son action est très limitée, comme on le verra. Puis, donc, je vous parlerai donc, du rôle de l'oxygène dans la vie, dans plusieurs fonctions cellulaires. On verra aussi comment il a été important pour l'évolution des espèces. Quand je dis encore une fois l'oxygène, je l'associe à la mitochondrie. Bon, voilà. Alors, l'oxygène moléculaire, bon, il a été découvert en 1772 par Schiller en Suède, puis en 1774 par le Britannique Priestley. Mais c'est en fait Antoine de Lavoisier qui lui a donné ses lettres de noblesse, puisque c'est lui qui a appelé cet élément chimique l'oxygène. Okay, Antoine de Lavoisier qui verra sa tête tranchée, qui aura sa tête tranchée pendant la Révolution, comme vous le savez, mais ce n'est pas à cause de l'oxygène. Alors, cette molécule, l'oxygène, elle n'a pas toujours existé sur Terre, et je voudrais faire un bref historique de ce qu'on sait donc, à propos de l'apparition de l'oxygène. En fait, on considère que la Terre et le système solaire sont nés il y a environ 4,6 milliards d'années. Et la Terre s'est formée par l'accrétion de silicates. Et très tôt, on pense que l'eau est apparue sur Terre, en fait. Même si on ne sait pas très bien comment elle est apparue. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit il y a des chondrites, des espèces de météorites qui sont donc abattus sur la Terre et qui ont apporté de l'eau, soit des comètes auraient apporté l'eau sur Terre, soit l'eau résulte finalement du dégazage de magma volcanique, donc de la vapeur d'eau s'est formée qui s'est ensuite condensée, et puis des pluies diluviennes donc se seraient abattues sur la Terre pendant plusieurs années, créant ainsi les océans. Donc l'eau est arrivée donc peut-être de cette façon, et au départ, on imagine bien que la vie sur Terre, la Terre était très inhospitalière, et en particulier, rien ne protégeait donc la Terre des rayons ultraviolets du Soleil. Et ces rayons ultraviolets, on pense qu'ils ont fait ce qu'on appelle de la radiolyse de cette molécule d'eau, H2O, cassant ainsi donc les liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène. Et l'hydrogène étant plus léger, il s'est échappé plus facilement que l'oxygène. Et l'oxygène, lui, il a été piégé par des roches. Il a donc oxydé des roches. Donc la Terre, certaines roches sont devenues rouges à cause de l'oxydation. C'est un peu ce qui s'est passé sur Mars, en fait. À Mars, on pense qu'il y a eu beaucoup d'eau à un moment donné, il y a eu de la radiolyse, l'oxygène a été piégé par des roches, mais beaucoup d'oxygène s'est échappé, de sorte qu'il a disparu, en fait. Donc qu'est-ce qui a empêché donc, cet oxygène de disparaître de la Terre? Eh bien, ce sont ces organismes qu'on appelle cyanobactéries. En fait, ce sont
on appelle ça aussi des algues bleues, qui, par le processus de photosynthèse, bon, je ne vais pas le décrire en détail ici, a permis de produire de l'oxygène. Donc c'est grâce à ces cyanobactéries que l'atmosphère s'est extrêmement enrichie en oxygène. Aujourd'hui, il y a 21% d'oxygène dans l'air que nous respirons. Eh bien, on peut imaginer que c'est grâce à ces cyanobactéries donc, que cette concentration a pu être atteinte. Et en même temps, donc, ces bactéries, ces cyanobactéries, ont pu piéger le CO2 pour le transformer en carbonate. Et elles ont formé, vous voyez, ces espèces de roches calcaires ici qu'on appelle stromatolites, que l'on peut voir si on va en Australie, par exemple, sur la côte ouest de l'Australie, dans la baie de Shark, des requins. On voit ces stromatolites, en fait, qui sont des couches de calcaire et de bactéries. Et ce sont les bactéries qui, en piégeant le CO2, ont formé ces carbonates qui ont formé le calcaire. Okay? Bien, donc voilà ce qu'on imagine, ce qui a pu se passer donc, il y a plusieurs milliards d'années. Et puis, un élément important s'est produit, c'est qu'aux environs, donc, il y a 1,5-2 milliards d'années, on a eu donc la naissance de la première cellule eucaryote, c'est-à-dire la première cellule. Donc on avait des bactéries, c'est-à-dire des organismes sans noyau. Et on imagine qu'il y a environ 2 milliards d'années, la première cellule avec un noyau est apparue. Alors comment est-ce qu'elle est apparue? Bon, ce n'est pas le but de ma conférence aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas très bien connu, je dois dire. Mais une chose est bien connue et dont on est à peu près certain, et que je vais décrire maintenant, c'est l'apparition ou le processus d'endosymbiose qui a abouti à l'internalisation par une cellule primitive, on va l'appeler protocellule, l'internalisation d'une bactérie que je vais vous décrire dans un instant. Donc, vous voyez, ça, on pense que ça s'est produit il y a environ 1,5 à 2 milliards d'années. Alors, ce qui s'est produit est schématisé ici. Donc, on a une cellule qui peut-être possède un noyau, on n'est pas sûr encore. Donc, c'est une protocellule, mais l'événement important, c'est que cette cellule qui n'est pas capable d'utiliser l'oxygène pour survivre, qui est donc, on va dire, anaérobie, qui vit en absence d'oxygène, eh bien, va internaliser par un processus de phagocytose, elle va internaliser une bactérie qui, elle, a la possibilité d'utiliser l'oxygène pour produire de l'ATP. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc, vous voyez ici, cette bactérie est internalisée dans cette cellule et elle va y rester pour la vie, en quelque sorte. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie endosymbiose qui a été proposée par Lynn Margulis il y a plusieurs années. Et ce que je voudrais vous décrire maintenant, c'est l'hypothèse quant à la possibilité pour cette bactérie de s'introduire et de rester dans cette cellule. Donc, quelle stratégie a-t-elle bien pu utiliser pour que la protocellule, cette cellule primitive, la conserve? Donc, on imagine donc qu'il y a une relation très étroite entre ces deux cellules, la bactérie et la protocellule, et que des échanges vont s'opérer, et que ainsi donc cette bactérie va rester dans la cellule. Alors, comment est-ce que ça peut se produire? Alors, avant d'en venir à ce point-là, cette diapositive résume ce que je viens de vous dire, mais une fois que cette cellule, vous voyez, a internalisé la bactérie, qui, au cours du temps, va se transformer pour devenir ce qu'on appelle une mitochondrie, que je vais décrire dans un tout petit instant, eh bien, cette cellule donc, qui a internalisé la bactérie, ou certaines en tout cas, vont subir une autre transformation. Certaines de ces cellules vont internaliser une autre bactérie, ici coloriée en vert, qui est cette fois-ci une cyanobactérie, capable de faire de la photosynthèse. Donc ces cellules, elles vont donner naissance aux cellules animales contenant des mitochondries, tandis que ces cellules qui ont internalisé d'abord une bactérie qui donnera plus tard une mitochondrie et une cyanobactérie qui donnera plus tard un chloroplaste, va donner naissance aux plantes. Donc voilà comment on explique la présence dans les cellules de mammifères et dans les plantes de mitochondries
ou de mitochondries et de chloroplastes. Alors, on pense que l'internalisation de cette bactérie est importante parce qu'elle a apporté à cette protocellule, cette cellule primitive, deux choses. Premièrement, ce que j'ai appelé ici un programme de vie, c'est-à-dire d'utiliser la capacité d'utiliser l'oxygène pour oxyder les nutriments et produire de l'ATP. Alors, je décrirai un peu ce que cela veut dire. Et puis, elle aurait apporté un programme de mort cellulaire. Alors, comment est-ce que cela a pu se passer? Alors, ici, j'ai schématisé donc, cette cellule primitive. Je lui ai fait un noyau. Je ne suis pas sûr qu'elle ait un noyau à ce moment-là, mais on lui a fait un noyau. Et puis, ici, j'ai la bactérie. Donc, cette cellule ne peut pas utiliser l'oxygène. Celle-ci sait le faire parce qu'elle a les protéines pour le faire. Et je vais décrire ces protéines dans un tout petit moment. Mais cette cellule, cette bactérie qui a un ADN, exprime des gènes. Et en particulier, elle exprime une toxine, un gène qui code pour une toxine, et elle exprime un autre gène qui code pour une antitoxine. Alors, cette cellule primitive, elle internalise la bactérie. Donc, il faut qu'elle ait les propriétés requises pour pouvoir internaliser. Donc, elle est capable de faire ce qu'on appelle en biologie un processus d'endocytose. Donc, elle a la possibilité de déformer sa membrane pour venir entourer donc, cette bactérie et l'introduire donc, dans son cytosol. Donc, elle a au moins cette capacité-là, cette cellule primitive. Une fois que la bactérie est dans le cytoplasme de cette cellule, eh bien, elle va sécréter dans la cellule une toxine et une antitoxine. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. L'ADN de cette bactérie, il a plusieurs gènes, bien sûr, et deux gènes, un qui code pour une bactérie, une toxine, et un autre qui code pour une antitoxine. Et cette toxine et cette antitoxine se neutralisent. Mais la demi-vie de la toxine est plus longue que celle de l'antitoxine. Alors, si la demi-vie de la toxine est plus longue que celle de l'antitoxine, il y a une tendance pour la cellule à accumuler la toxine. Et ce qui est essentiel pour la survie de cette cellule, c'est quoi? C'est que cette antitoxine soit sécrétée de manière permanente. Parce que si cette cellule éjecte la bactérie, elle n'en veut plus, elle l'éjecte. Que se passe-t-il? Comme la demi-vie de la toxine est plus longue que celle de l'antitoxine, on va avoir un excès de toxines libres. Et s'il y a excès de toxines libres, la cellule disparaît. La toxine tue la cellule. Autrement dit, cette cellule, pour survivre, elle est condamnée à garder la bactérie, en fait. Vous voyez? Donc voilà comment on explique cette théorie de l'endosymbiose. Bien sûr, ce sont des spéculations, mais il y a des exemples chez les bactéries qui supportent ce que je viens de vous dire. On pourra en discuter si vous le souhaitez un peu plus tard. Donc cette bactérie, vous voyez, elle a apporté à la cellule deux choses. Elle a apporté la possibilité pour cette cellule d'utiliser l'oxygène, comme je l'ai dit, c'est le programme de vie, mais elle a apporté aussi cette toxine et cette antitoxine, en fait. On est dans cette situation-là où la bactérie qui va rester dans cette cellule possède deux gènes, un qui code pour la toxine, un autre qui code pour l'antitoxine. Et c'est ça le programme de mort cellulaire. Alors au départ, ce programme de mort cellulaire, il est présent dans la bactérie, qui va devenir la mitochondrie. Mais au cours de l'évolution, cette bactérie se transforme en mitochondrie et de nombreux gènes qui sont présents sur l'ADN vont être transférés dans le noyau. En fait, la plupart des gènes qui, au départ, étaient dans la bactérie vont être transférés dans l'ADN nucléaire. De sorte que le programme toxine-antitoxine, qui au départ était mis en route dans la bactérie, il sera déclenché au niveau du noyau de la cellule. Alors, ce transfert de gènes de la mitochondrie vers le noyau, eh bien, aujourd'hui encore, il s'opère. Et chez les plantes,
on a des exemples montrant que des gènes mitochondriaux sont passés récemment de la mitochondrie vers le noyau. Alors, grâce à cette endosymbiose qui a permis donc à une bactérie de s'installer dans une cellule et d'y rester et de devenir une mitochondrie, ou à une cyanobactérie d'entrer dans une cellule pour y devenir un chloroplaste, eh bien, on a pu faire très rapidement évoluer donc, des cellules vers donc, ces différentes voies ici. Donc, on a abouti donc, à la formation des plantes, des animaux et des champignons. Et cela n'a pu se faire, donc, je le rappelle, que grâce à la mitochondrie ou grâce au chloroplaste. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous décrire un peu en détail ce qu'est une mitochondrie. Je vous ai dit, donc l'origine de la mitochondrie, c'est probablement une bactérie. Alors, à quoi ressemble une mitochondrie? Eh bien, si on regarde une mitochondrie au microscope électronique, on constate qu'effectivement, il y a des ressemblances avec une bactérie. D'abord, il y a deux membranes. On a une membrane externe et une membrane interne. Et puis, on a ce qu'on appelle des crêtes. Alors, les crêtes, on ne les trouve pas chez les bactéries. Donc, ça, c'est spécifique aux mitochondries. Donc, c'est apparu au cours de l'évolution. À l'intérieur donc, de la membrane dite interne, donc, vous voyez, ici, on a la membrane externe, puis la membrane interne. Et ici, on a la matrice mitochondriale, dans laquelle on va trouver un ADN. Car la mitochondrie a son propre ADN, qui est tout petit aujourd'hui, puisque beaucoup des gènes ont été transférés dans le noyau, mais elle garde un ADN. Et elle va pouvoir, grâce à cet ADN, synthétiser des protéines qui lui sont propres. Donc, dans la mitochondrie, ici, il y aura toute la machinerie pour faire la transcription des gènes et pour traduire ces gènes en protéines. Et les protéines qui vont être faites dans la mitochondrie, ce sont des protéines de la chaîne respiratoire. Je vais revenir sur la chaîne respiratoire dans un tout petit instant. Alors, voilà à quoi ressemble une mitochondrie. Il y en a environ 100 à 1000 par cellule. Ça dépend du type cellulaire. Dans le foie, on va trouver par exemple 1000 mitochondries par cellule. Dans les cellules de la peau, on en trouvera beaucoup moins, une centaine à peine. Et ces mitochondries, vous les voyez ici, elles sont en blanc parce qu'on les a rendues fluorescentes. Et si on observe une cellule, ici on a une cellule, on a marqué les mitochondries avec une protéine fluorescente. Et si on les observe en microscope, si on les filme, eh bien on voit qu'elles bougent. Donc ça, c'est la première chose. Les mitochondries bougent en permanence et elles se divisent. Alors, on va voir des divisions ici, et elles fusionnent constamment. Donc, elles se fragmentent, elles fusionnent, elles bougent. C'est ce qu'on appelle la dynamique mitochondriale. Et cette dynamique mitochondriale, elle est essentielle, en fait. Si on empêche les mitochondries de bouger, ou bien si on les empêche de fusionner, eh bien, les cellules ne survivent pas. Il n'y a pas de survie cellulaire si on bloque la dynamique mitochondriale. Et ces événements de fusion et de fragmentation mitochondriale, ils sont importants, en particulier parce qu'ils permettent aux mitochondries d'échanger des molécules d'ADN. Et si cela ne se fait pas, la cellule va avoir tendance à accumuler des mutations dans l'ADN mitochondrial, ce qui n'est pas bon pour elle. Donc voilà, des événements qui sont essentiels à la survie de la cellule. Bien, alors, maintenant qu'on a vu à quoi ressemble une mitochondrie, qu'on a vu qu'elle bouge, eh bien, on va très rapidement s'intéresser à ce programme de vie. Et je rappelle que ce programme de vie, en fait, c'est ce qui va permettre à la cellule d'utiliser l'oxygène pour oxyder, pour brûler des nutriments et pour fabriquer de l'ATP. Alors, on ne va pas aller dans le détail, mais sur cette membrane interne que vous voyez ici, et sur ce qu'on appelle les crêtes mitochondriales, on va trouver de nombreuses protéines qui vont s'assembler en complexes. Alors, ici, on a schématisé différents complexes de la chaîne respiratoire. Alors, ces complexes, ils sont composés de plusieurs protéines.
Par exemple, ici, on va trouver 50 protéines différentes qui vont coopérer pour faire donc ce complexe qu'on appelle le complexe 1 de la chaîne respiratoire, parce que tout va commencer ici. Puis on aura le complexe 2, il n'est pas schématisé ici, le complexe 3 et le complexe 4. Alors, il manque le complexe 2, mais ce n'est pas important. Alors, on a plusieurs protéines et on a une molécule qu'on appelle ici le NADH, peu importe son nom, qui va donner donc à ces complexes des électrons. Alors, ces électrons, ils sont très très riches en énergie lorsqu'ils arrivent à ce niveau, au niveau du complexe 1. Si vous voulez, ils sont très très chauds, on va dire. Et les complexes, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se les refiler les uns les autres, comme ça. Donc, c'est comme si on avait une patate chaude, vous voyez ici, et que je la passe à Pierre, et puis Pierre la passe à Jean-Marc. Et donc, chaque fois qu'il y a ce saut d'électrons, ou de la patate chaude, eh bien, je perds de l'énergie. Et cette énergie, je vais l'utiliser pour faire quelque chose d'extrêmement important, pour pomper des protons. Vous voyez ici. Donc, les électrons, on les donne au niveau de ce complexe, grâce à cette molécule qui s'appelle la NADH, et puis je vais les passer de ce complexe à ce complexe, puis de ce complexe à ce complexe, pour, in fine, les envoyer sur l'oxygène. Pourquoi est-ce que l'oxygène est essentiel? Pourquoi est-ce que vous vivez aujourd'hui? Parce que vous avez de l'oxygène présent ici, prêt à recevoir ces électrons. Vous voyez? Donc c'est grâce à l'oxygène que cette chaîne respiratoire peut fonctionner, en fait. Et en fonctionnant, comme je vous l'ai dit, elle va permettre le passage de protons de l'intérieur de la mitochondrie, si on est à l'intérieur, vers ce qu'on appelle l'espace intermembranaire. Alors cela est schématisé ici. L'espace intermembranaire, si vous vous souvenez donc de l'image de la mitochondrie, c'est l'espace entre les deux membranes, hein, membrane externe et membrane interne. Donc, en faisant passer des électrons, je pompe des électrons, des protons, et vous voyez, je me retrouve avec beaucoup de protons ici et moins ici. J'ai formé ce qu'on appelle un gradient. Et ce gradient de protons, donc, il va servir à quoi? C'est comme si j'avais, au niveau d'un barrage, vous voyez, si j'avais retenu une grande quantité d'eau. Et maintenant, cette grande quantité d'eau, donc tous ces protons, je vais les faire passer dans cette turbine ici. Et cette turbine, c'est ce qu'on appelle l'ATP synthase. C'est cette protéine ici, magique. C'est probablement la plus belle protéine qui existe dans le domaine donc, de la biologie, enfin, dans le domaine du vivant, je devrais dire. Alors, malheureusement, je voulais vous montrer un film, et comme je n'ai pas accès à YouTube, je ne peux pas vous montrer le fonctionnement de cette turbine. Mais c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc, les électrons arrivent ici, et ils vont faire tourner donc, cette turbine, et chaque fois que la turbine va tourner, eh bien, on va ajouter un phosphate au niveau de cette molécule qui est l'ADP. L'ADP, je vais revenir sur cette molécule. Eh bien, grâce à cette turbine, je vais pouvoir donc ajouter un phosphate et former cette molécule qui est l'ATP. Et c'est là que je vais stocker l'énergie. Donc l'énergie de ces électrons très chauds, in fine, elle se retrouve où? Stockée dans la molécule d'ATP. Eh bien, lorsque la cellule va utiliser de l'énergie, elle va utiliser la molécule d'ATP, elle va casser des liaisons, je vais revenir là-dessus, ça va libérer l'énergie. Hein? Rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, la question, c'est d'où viennent ces électrons, ici? Ces électrons, donc, avec toute cette énergie, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent pour survivre de quoi? Que devons-nous faire? Nous devons respirer, bien sûr, mais nous devons manger. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Donc, il vient des glucides que nous ingérons tous les jours, des protéines, des lipides, d'accord? Et c'est là-dedans que nous allons trouver l'énergie. Nous ne produisons pas d'énergie, nous convertissons en fait l'énergie qui est présente dans tout ce que nous mangeons et nous la convertissons en ATP, c'est-à-dire que nous prenons toute l'énergie des aliments,
nous prenons les électrons et nous allons les faire passer donc, sur cette chaîne respiratoire pour fabriquer de l'ATP. Autrement dit, que faisons-nous? Alors, avant d'arriver là, oui. Donc, je vous ai dit que nous prenions l'énergie dans les nutriments. Eh bien, par exemple, nous allons prendre l'énergie dans le glucose. Et donc, nous allons oxyder cette molécule de glucose. Nous allons la casser. Donc, il y a 6 carbones. Là, nous allons casser les liaisons entre les carbones pour arriver à une molécule qui s'appelle pyruvate, qu'on va envoyer ensuite dans la mitochondrie pour la casser encore plus. Et en la cassant, on va libérer du CO2. Donc, chaque fois que nous allons faire ça, nous allons libérer du CO2 et puis nous allons produire de l'énergie. Autrement dit, c'est schématisé ici. Nous allons stocker l'énergie sous la forme d'ATP. Nous allons prendre l'énergie qui est dans ces liaisons covalentes, ici. Donc ici, il faut imaginer 2 électrons qui se baladent. Nous allons prendre ces électrons, les faire passer sur la chaîne respiratoire pour venir former ces liaisons ici, qu'on appelle des liaisons phosphoanides, qui sont très riches en énergie. Et chaque fois qu'on va casser ces liaisons phosphoanides, on va retrouver l'énergie, libérer de l'énergie, et on va l'utiliser pour faire tout un tas de réactions chimiques qui sont extrêmement utiles pour le fonctionnement cellulaire. Bon, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. C'était trop compliqué, mais on peut y revenir. Si vous voulez, on a le temps peut-être. Hein, je ne sais pas, je suis long là ou... Est-ce que vous avez des questions à me poser là-dessus ou... Oui. De quand datent ces connaissances? Parce que l'origine de la vie, on nous en parle depuis très longtemps, mais là, on a quelque chose quand même, on a des hypothèses, des travaux qui ne peuvent pas dater de l'époque de Pascal, ou de Paris, ça date de quand? Et vous me parlez de quoi? De la théorie de l'endosymbiose, par exemple? Oui. Alors, tout ça a été proposé, je pense, dans les années 60 par Margulis. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'arguments pour dire que c'est probablement vrai. Parce que si on analyse, si vous voulez, les gènes de la mitochondrie actuelle, vous voyez, on voit des ressemblances extrêmement frappantes avec des gènes qui sont présents chez les bactéries. Donc, en plus de la similitude, donc dans la similitude entre les gènes, il y a d'autres arguments qui nous laissent penser qu'effectivement, cette mitochondrie, à l'origine, c'était une bactérie. Alors, pour ce qui est la chimie prébiotique, tout ça, donc on est aussi dans ces années-là, ok? C'est pas vieux, donc. Mais la chaîne respiratoire avec les détails, c'est encore plus récent. Alors, la chaîne respiratoire et la théorie chémio-osmotique, c'est le nom que ça porte, hein, de Peter Mitchell, qui est un Anglais qui a eu le prix Nobel pour ça. C'est les années 70. Ouais. L'identification de cette merveilleuse protéine ici, par John Walker, qui a eu le prix Nobel aussi pour ça, c'est dans les années, fin des années 80 de Nantes. Oui. Oui. Mais le processus, vous comprenez un peu le processus. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez besoin de respirer, d'accord? Oui. Vous m'excuserez, ma question s'applique, mais quand vous avez cité la dynamique mitochondriale, oui. Vous avez cité au passage les mutations d'ADN. Oui. Et alors, ça ne serait pas le début de formation d'un cancer? Schéma, d'une façon très simplifiée. Alors, vous parlez de mutation d'ADN. Oui. Donc, si vous voulez, cette fusion entre des mitochondries est un moyen pour les mitochondries d'éliminer l'ADN qui est muté. Hein, mais vous avez raison, si on laisse ces mutations, il y a un risque, il y a un danger, c'est qu'on développe des cancers. Et d'ailleurs, il y a un groupe suédois qui a un peu manipulé, si vous voulez, une enzyme dans la mitochondrie, de sorte que chaque fois que la mitochondrie réplique son ADN, hein, fasse des molécules filles à partir de l'ADN mère, eh bien, elle introduit des mutations. Alors, cette expérience a été faite chez la souris, et ce qu'on constate, c'est 2 choses. Premièrement, les souris vieillissent très, très, très vite. Donc, un vieillissement accéléré,
Et deuxièmement, elles ont une tendance à développer plus de cancers que la normale. Ou alors, inversement, ça peut être un moyen de contrôle. De rajeunir. En inversant la chose, non. Ah, si on prévient, vous voulez dire si on prévient les mutations, peut-être. Oui, oui. On essaye avec les antioxydants, mais ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. Bon, j'avance ou... D'accord, ok. Alors, vous pourriez me dire, mais peut-on vivre, une cellule peut-elle vivre sans mitochondries? Alors la réponse est non. Enfin, oui, mais pour quelques jours. On arrive à faire aujourd'hui des cellules sans mitochondries, elles arrivent à survivre une semaine, et puis elles meurent. Et elles ne se divisent pas, elles sont incapables de se diviser. Cela ne veut pas dire que tous les organismes vivants utilisent l'oxygène. On a des organismes vivants, des bactéries, par exemple, Clostridium est une bactérie qui meurt dès qu'elle est en présence d'oxygène. Mais la grande majorité des organismes vivants aujourd'hui utilisent l'oxygène, pour les raisons que je vous ai indiquées. Mais il y a deux cellules dans l'organisme qui ont besoin de mitochondries plus que d'autres. Ce sont les neurones et ce sont les cellules musculaires. Ces cellules-là ont besoin d'une grande quantité d'ATP pour fonctionner. Alors, le cerveau, c'est 2% de la masse du corps, c'est 20% de la consommation d'oxygène. Donc 20% de ce que nous respirons va dans le cerveau, et si nous ingérons du glucose, 25% est utilisé par le cerveau. Donc le cerveau utilise en grande majorité le sucre, l'énergie dont provient du sucre. Et il a besoin de l'oxygène pour oxyder ce sucre. Et l'endroit où on a besoin de beaucoup d'oxygène, en fait, et donc de beaucoup de mitochondries, c'est au niveau de la synapse. Car pour libérer des neurotransmetteurs, pour communiquer entre eux, au moyen des neurotransmetteurs, eh bien, les neurones ont besoin d'énormément de mitochondries qui vont produire beaucoup d'ATP, qui est nécessaire pour la fusion, vous voyez, de ces petites vésicules ici au niveau de la synapse. Donc, on libère des neurotransmetteurs grâce à l'ATP fourni par les mitochondries. S'il y a un dysfonctionnement des mitochondries chez un individu, pour une raison X, la première cellule, ou une des premières cellules qui va souffrir, c'est le neurone. S'il y a des maladies mitochondriales, très souvent, elles vont toucher le cerveau. Et les enfants donc atteints de maladies mitochondriales génétiques, eh bien, vont développer ce qu'on appelle des encéphalopathies. C'est caractéristique, et des épilepsies aussi. Donc, l'ATP fourni en grande quantité par la mitochondrie est essentiel pour le fonctionnement des neurones. Il est également, ici vous voyez des mitochondries, ça c'est une coupe de muscle. Eh bien, l'ATP fourni par les mitochondries, et donc l'oxygène, est important aussi pour la fonction des muscles. Et les enfants, si je reviens donc aux patients atteints de pathologies mitochondriales génétiques, souffrent non seulement donc de problèmes cérébraux, mais aussi de problèmes musculaires. Ce sont donc vraiment les deux tissus pour lesquels une grande quantité d'ATP est nécessaire. Alors vous allez me dire, mais est-ce que les cellules cancéreuses aussi ont besoin de beaucoup d'ATP? Alors là, je vais faire une petite digression. Donc ici, vous voyez ce qu'on appelle un FDG PET imaging. Donc c'est un PET scan, hein, et vous voyez ici le cerveau d'un patient qui a une tumeur. Et il est très facile d'identifier la tumeur. Et on la visualise très facilement parce que cette tumeur, vous voyez, elle prend énormément d'un analogue du glucose qu'on appelle le FDG. C'est un analogue du glucose, il est radioactif, on l'injecte au patient et ça permet aux médecins de visualiser très facilement les cellules tumorales et les tumeurs. Et vous voyez que cette tumeur, elle est très avide pour le glucose, c'est du glucose en fait, du glucose radioactif. Donc les cellules sont très très glycolytiques, plus que ne le sont les neurones eux-mêmes qui déjà le sont beaucoup. Eh bien, cette tumeur, en fait, elle va utiliser le glucose
pour produire un peu d'ATP, mais elle ne va pas utiliser la mitochondrie pour le brûler complètement. Autrement dit, elle va subir ce qu'on appelle le processus de glycolyse aérobie, en fait. Bon, peu importe. Donc, en fait, les tumeurs utilisent très peu leur mitochondrie, c'est ça le message que je voulais vous faire passer, pour produire de l'énergie. En fait, pour proliférer, on n'a pas besoin de beaucoup d'ATP. Et ce processus a été décrit, alors vous me posiez une question pour l'histoire, concernant l'histoire, a été décrit donc, au début des années 1930 par un chercheur allemand du nom d'Otto Warburg, qui a eu 2 prix Nobel, je crois. Et il est le premier donc, à avoir constaté que les cellules cancéreuses utilisent très peu d'oxygène, en fait. Elles sont capables de faire l'énergie dont elles ont besoin, très peu, grâce à l'oxydation des sucres. Elles sont très glycolytiques, on dit. Et ça, c'est un processus qu'on essaie de comprendre. C'est comment les cellules cancéreuses mettent de côté leur mitochondrie. Quel processus elles utilisent pour neutraliser en fait les mitochondries et quel avantage elles ont à le faire. Donc ça, c'est la recherche qui nous intéresse et si vous voulez, on peut en discuter un peu plus tard. Je ne regarde pas l'heure tourner, mais j'ai encore du temps ou... Oui? Un quart d'heure encore? D'accord. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce programme de vie, hein, que l'on peut résumer à la fonction mitochondriale et à la chaîne respiratoire de cette mitochondrie. Alors maintenant, on arrive à l'inverse, le programme de mort. Et là, on va parler d'abord d'une mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose, qui est également une mort programmée. Donc c'est une espèce, si vous voulez, de suicide cellulaire. C'est une mort qui est activée par la cellule elle-même. Et aujourd'hui, donc, on a pu mettre en évidence, bien caractériser, tous les acteurs de ce programme de mort cellulaire. Alors, voilà ce à quoi ressemble la mort cellulaire programmée qu'on appelle apoptose. Donc ici, vous avez une cellule. Ici, le noyau. On ne voit pas les mitochondries, bien sûr, ce grossissement. Et on va irradier cette cellule. On va casser son ADN. C'est ce qui se passe, par exemple, quand c'est une cellule cancéreuse. C'est ce qui se passe quand on veut soigner par radiothérapie quelqu'un qui a une tumeur. Eh bien, en faisant cela, on induit l'apoptose. Et c'est un type de mort cellulaire très bien stéréotypé que l'on sait décrire et qui se produit toujours de la même façon. Vous voyez, la cellule est en train de mourir, là. Et ce qui est caractéristique de cette mort cellulaire, c'est que la cellule se fragmente dans ce qu'on appelle des corps apoptotiques. Et s'il y avait autour de cette cellule des macrophages, des cellules particulières donc, impliquées dans les défenses immunitaires, on verrait que cette cellule est très rapidement éliminée. L'avantage de cette mort cellulaire, si je puis dire, c'est que dans ce type de mort cellulaire, il n'y a pas de déversement du contenu de la cellule dans l'espace extracellulaire. Autrement dit, lorsque cette cellule va mourir, elle va se fragmenter et ce qu'elle contient ne sera jamais libéré. De sorte qu'il n'y aura pas d'inflammation. Donc c'est une mort silencieuse qui se passe de manière silencieuse. Et heureusement, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai probablement perdu 10 millions de cellules. Et je ne m'en suis pas aperçu, fort heureusement. OK ? Donc, par jour, nous perdons en gros, j'ai dit, oui, 10 millions de cellules. Donc, par jour, vous multipliez ça par 24, donc ça vous donne une idée donc, du nombre de cellules qui disparaissent dans notre corps de manière silencieuse chaque jour. Et si ça n'était pas le cas, eh bien, nous aurions beaucoup de cancers, je peux vous le dire. Donc, ce processus est extrêmement important. Donc ça, c'est l'apoptose, mort cellulaire silencieuse. Maintenant, je vais vous décrire une mort qui, elle,
est accidentelle et qu'on appelle la nécrose. Alors, je ne sais pas si je dois poser. Alors, j'ai trouvé ce film, je trouve qu'il illustre bien la mort cellulaire de type nécrotique, donc de type accidentel. Cécile. Bon, vous allez voir, donc c'est un accident, hein. Tout va bien jusqu'à ce que... Voilà. Donc, ça peut être... voilà, ça illustre bien ce qu'est la nécrose, et maintenant je vais vous montrer ce que c'est en réalité. Vous allez voir que dans ce type de mort cellulaire, on n'a pas ce que vous avez vu tout à l'heure, la fragmentation de la cellule et la perte de volume de la cellule. Vous allez voir que c'est complètement différent. Donc ici, eh bien, on a soumis les cellules à trop d'oxygène. Elles respirent trop d'oxygène. Vous voyez, elles deviennent toutes rondes et elles vont finir par éclater. Vous allez voir dans un instant, ces cellules vont éclater. Ça, c'est la nécrose. Et contrairement à l'apoptose, le contenu qui est dans ces cellules, il va être libéré dans l'espace extracellulaire et ce contenu, cette libération du contenu va activer le système inflammatoire. Et ça va être responsable d'une rougeur, d'une douleur, d'un gonflement, d'un œdème, etc. Ça, c'est la mort cellulaire de type accidentel. Alors, je reviens maintenant à l'oxygène et à la mitochondrie. Rôle dans la mort cellulaire. Eh bien, comment est-ce que la mitochondrie est responsable de l'apoptose? Eh bien, grâce à cette protéine, le cytochrome C. Je vous rappelle que le cytochrome C, enfin je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la protéine qui transfère les électrons du complexe 3 vers le complexe 4 de la chaîne respiratoire. Donc ce cytochrome C, il est essentiel pour la vie des cellules. Eh bien, il y a 15 ans, on s'est aperçu qu'il était aussi essentiel pour la mort des cellules. Vous voyez ? Donc, ce caractère dual, ce Dr Jekyll et Mr Hyde, si vous voulez, donc de la cellule, ces deux fonctions, cette dualité de fonctions du cytochrome C. Ici, vous voyez des cellules, vous en voyez plusieurs. Ça, c'est une cellule, ça, c'est une cellule. Et on a fait une coloration pour le cytochrome C. Et vous voyez que dans chaque cellule, ici à l'exception de celle-ci, on a un marquage sous forme de filament. On visualise ainsi les mitochondries. Le cytochrome C se trouve dans les mitochondries. On peut visualiser très facilement les mitochondries, sauf dans cette cellule. Cette cellule, en fait, est en train de subir le processus d'apoptose et le cytochrome C qui était dans les mitochondries a été libéré dans le cytosol, et c'est pour ça que vous avez ce marquage diffus maintenant. Cette cellule, on peut prédire que dans les minutes qui vont suivre, elle va mourir par apoptose, en fait. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans l'apoptose? Eh bien, on a une mitochondrie, c'est un schéma qui représente la mitochondrie, et cette mitochondrie, il y a des protéines qui s'appellent BAX et BAC, qui vont la percer, qui vont venir faire des trous. Et ces trous vont permettre la fuite de cytochrome C. Le cytochrome C qui était normalement présent dans l'espace entre les membranes, ici dans la mitochondrie, va se retrouver dans le cytoplasme. Et lorsqu'il va être dans le cytoplasme, il va activer des protéines qui vont faire mourir la cellule. Donc voilà comment ça se passe. Eh bien, si je parle de BAC-C-BAC et des trous que cela fait, c'est pour vous rappeler l'histoire de la toxine et de l'antitoxine. Car la toxine bactérienne dont je parlais tout à l'heure, qui a permis à la bactérie finalement de s'installer pour toujours dans la cellule primitive, elle sécrétait des toxines, c'est-à-dire des protéines qui font des trous dans les membranes, pas dans toutes, mais dans certaines. Et elle sécrétait aussi, fort heureusement, une antitoxine pour la neutraliser. Eh bien, cette toxine et cette antitoxine bactérienne, elles ont évolué, on pense, pour donner plus tard BAC-C-BAC, des protéines qui font des trous. C'est grâce à ça que les cellules meurent. Et puis BCL2 et BCLX qui sont les antitoxines. Ça, ce sont les protéines qui neutralisent BAC-C-BAC et qui empêchent BAC-C-BAC de faire des trous dans les membranes. Autrement dit, si j'enlève ça, la cellule meurt. Voyez ?
Si je mets trop de ça, la cellule n'est plus capable de mourir. Et une cellule qui n'est plus capable de mourir, c'est une cellule qui a des chances de devenir cancéreuse. Eh bien, dans de nombreux cancers, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les antitoxines sont extrêmement bien exprimées, trop exprimées. Et quand une personne a un cancer avec une quantité de BCL2 et BCLX extrêmement élevée, on peut dire que le pronostic est mauvais parce que toute la chimiothérapie dont on dispose sera incapable d'induire l'apoptose dans ces cellules. Vous voyez? Bon, alors, je crois que je suis un peu trop long là. Bon, je voulais vous montrer un film pour montrer cette libération du cytochrome C. On peut le filmer, ça. Vous voyez, en vert, vous voyez les mitochondries, et c'est le cytochrome C qui est présent dans les mitochondries. On va induire l'apoptose dans cette cellule, et vous allez voir qu'à un moment donné, ce cytochrome C, qui est bien localisé pour l'instant, il est dans la cytochrome, il va fuir parce qu'on a fait des trous dans la mitochondrie. Ça va se passer très rapidement, et une fois que le cytochrome C sera dans le cytoplasme, eh bien on va activer des tas de trucs, et la cellule va se casser en petits bouts. Voilà. Donc là, pour l'instant, la cellule est en bonne santé, mais soudainement, vous voyez, là, ça a libéré, et tout de suite, c'est extrêmement rapide, la cellule se fragmente. Donc ça va extrêmement vite. Donc ce rôle, et donc ici vous avez les petits fragments de la cellule. Bon, alors ce rôle de la mort cellulaire, ce programme de mort donc, qui serait apporté par la mitochondrie, eh bien il va jouer un rôle important pour le développement. Au cours du développement, lorsque nous développons notre cerveau ou d'autres organes, eh bien, la mort cellulaire est extrêmement importante. S'il n'y avait pas de mort cellulaire, eh bien, nous ne naîtrions pas normaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Peut-être un exemple pour vous dire que cette mort cellulaire qu'on appelle apoptose, on ne l'appelait pas apoptose à l'époque, mais la première fois qu'elle a été décrite, c'est par quelqu'un que vous connaissez tous, Carl Vogt. Donc, elle a été décrite à Genève dans le développement ici du tétard qui perd sa queue grâce à ce processus d'apoptose. Donc, voilà. Donc, elle va intervenir dans le développement de nombreux tissus. Par exemple, si nous avons des doigts, eh bien, c'est parce qu'au cours du développement, ces cellules qui étaient dans les espaces interdigitaux sont mortes par le processus d'apoptose. Et on les voit ici, ces cellules, qui sont en train de mourir par apoptose. Alors, il y a d'autres exemples. Si je bloque le processus de mort cellulaire chez une souris, eh bien, j'ai des pattes maintenant palmées. Vous voyez, au lieu d'avoir des pattes avec des doigts, la souris a des pattes palmées. D'autres exemples. Alors, un exemple important, et je vais passer un tout petit peu de temps, et je terminerai avec ça, je crois, parce que la mort cellulaire joue un rôle essentiel dans le développement de notre système nerveux, en fait. Durant le développement du système nerveux, nous perdons en gros la moitié des neurones que nous avons générés initialement. Et cette mort cellulaire, elle va servir à quelque chose, c'est à sculpter, entre guillemets, le cerveau. Et si j'emploie le mot sculpter, c'est parce qu'il y a un livre qui s'appelle « La sculpture du vivant » de Jean-Claude Ameisen. Peut-être que vous avez entendu cette personne parler sur France Inter tous les samedis matins. Sur les épaules de Darwin. Il fait une émission qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Vous connaissez. Donc, il a écrit ce bouquin, « La sculpture du vivant ». C'est à lire, ça, je vous le recommande aussi. Donc, cette mort cellulaire, elle est importante, et je vous en donne la démonstration. Donc, on a des souris ici. Vous voyez des embryons de souris qui se développent normalement, et on a le cerveau ici. Si on bloque la mort cellulaire en inactivant une protéine chez la souris, eh bien, le cerveau, maintenant, ne se développe plus normalement. Les ventricules sont remplis de cellules, et au lieu d'avoir un cerveau, on a une masse informe de cellules, voyez, comme une tumeur cérébrale qui est tellement grande qu'elle ne rentre plus dans la boîte crânienne. Voyez, et ces souris vont mourir au cours du développement, en fait. Elles ne naîtront pas. Donc ça, c'est la démonstration que la mort cellulaire est essentielle pour le développement du système nerveux. Cette mort cellulaire, elle se passe durant le développement embryonnaire chez la souris, mais chez nous, elle apparaît après la naissance. Et donc on sait que
après la naissance, nous allons perdre énormément de neurones. Et dans certaines régions, la moitié, voire dans certaines régions, tous les neurones. Tous les neurones. Parfois, sous l'influence d'hormones sexuelles, par exemple. Donc, ces neurones, ils vont subir donc, ce processus d'apoptose et ça va être régulé par tout un tas de choses, dont les hormones sexuelles. Il se produit donc après la naissance et il est essentiel parce qu'on peut suivre maintenant de nombreux enfants en faisant des IRM et on peut suivre l'épaisseur du cortex et au contraire, l'épaisseur du cortex est aussi donc de la substance grise, de la substance blanche, l'épaisseur de la substance blanche. Et on constate que chez les enfants, normalement, il y a une réduction de l'épaisseur du cortex, de la substance grise, qui est due à la perte des neurones. Mais en contrepartie, on a une augmentation de la taille des fibres nerveuses. Donc on a moins de corps cellulaire, mais beaucoup plus d'arborisation, vous voyez, neuritique, plus riche. Et donc il y a une étude qui a permis de suivre ces enfants pendant plusieurs années et qui a essayé de corréler donc, ces changements avec les performances dans un test de QI. Et on a vu que les enfants chez qui cette réduction donc, de la taille corticale ne se produisait pas normalement étaient moins performants lorsqu'on les testait donc, avec des tests qui valent ce qu'ils veulent. Hein. Bon, voilà. Donc c'est une anecdote que je voulais vous dire ici. Bon, encore un exemple de l'importance de la mort cellulaire, la syndactylie, vous voyez, donc il y a des personnes chez qui donc, ces cellules ne sont pas mortes normalement, et vous voyez, les doigts ou les orteils sont fusionnés. Alors je crois que je vais peut-être m'arrêter ici. Oui, parce que peut-être une dernière chose. Donc là, je vous ai parlé donc, de ce programme de mort qui n'est pas forcément délétère, vous le voyez, puisqu'il est important pour que le développement d'un organisme se fasse tout à fait normalement. Mais en plus de ce programme de mort, il y a ce qu'on appelle la fabrication d'espèces réactives oxygénées. Autrement dit, je vous ai dit que la mitochondrie sans l'oxygène n'était pas grand-chose, mais que l'oxygène sans la mitochondrie perdait beaucoup de ses fonctions. Eh bien, quelquefois, oui, souvent même, la mitochondrie ne fonctionne pas comme elle le devrait. Autrement dit, ces électrons ne sont pas canalisés comme ils devraient l'être. Et très vite, ils vont aller sur l'oxygène. Ils vont aller sur l'oxygène pour former ce qu'on appelle des espèces réactives oxygénées. Il y en a 3 types, bon, le radical hydroxyle, l'anion superoxyde et l'eau oxygénée. Ce sont des espèces qui ont des électrons libres sur leur orbital, là, qui sont prêts à réagir. Prêts à réagir et à oxyder de l'ADN, à créer des mutations, prêts à oxyder des lipides ou des protéines, donc à faire des dommages sur les composants essentiels de la cellule. Eh bien, ces espèces oxygénées, elles vont jouer un rôle délétère le plus souvent. Et on pense qu'elles sont en partie, en tout cas, liées au vieillissement, responsables du vieillissement. C'est la raison pour laquelle, pour essayer d'enrayer le vieillissement, on a proposé donc, de prendre des antioxydants. Le problème étant que ces espèces réactives oxygénées, elles ont une demi-vie extrêmement courte. Lorsqu'elles sont produites, elles réagissent presque immédiatement donc, avec ces composants essentiels que sont l'ADN ou les lipides ou d'autres molécules. Et donc, il est extrêmement difficile de les inhiber. Donc, voilà, donc, je voulais vous dire donc, le rôle donc, important de ces molécules qui sont donc dérivées de l'oxygène, qui sont fabriquées donc, grâce à la mitochondrie et qui pourraient jouer un rôle important dans le vieillissement cellulaire. Voilà, je vais m'arrêter ici, je crois. Merci. Merci. Je pense qu'il faut à peu près une année de cours à nos étudiants pour rentrer dans la tête. Non, mais... Et je pense que tu as fait un effort absolument extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions.
Et où en sont les fameuses cellules souches que l'on dit éternelles au même titre que celles cancéreuses? C'est assez intriguant. Elles se situent par rapport à tout ça. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à la mitochondrie et l'oxygène, non, ces cellules, on pense qu'elles vivent dans des niches, qu'elles sont un peu à l'abri et qu'elles consomment peu d'oxygène, en fait. Et d'ailleurs, elles ont beaucoup moins de mitochondrie que les cellules plus différenciées. Donc, ça serait une espèce de protection contre l'apparition de mutations. On veut que ces cellules souches restent le plus intactes possible. Parce qu'il y avait un article hier, c'est pas vieux, sur la tribune, comme quoi elle posait des problèmes. Oui, si elles deviennent cancéreuses, si elles accumulent trop de mutations, elles peuvent devenir cancéreuses. Alors, est-ce qu'elles sont à l'origine des cancers? Certains le pensent, mais c'est un peu controversé parce que l'histoire de cellules souches cancéreuses, ça n'est pas admis par tout le monde pour l'instant. Certains disent qu'à l'origine, il y a une cellule souche qui est devenue cancéreuse et puis qui est à l'origine du cancer. D'autres disent que ça n'est absolument pas le cas. Donc c'est quelque chose de très controversé. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une influence assez notoire de tout ce que vous venez de décrire par la nourriture et toutes les toxines qu'on avale avec tout ce qu'il y a de chimique et de trucs dedans qui déforment ces fonctionnements naturels? Ce que je peux vous dire, c'est que la nourriture, donc ce que nous ingérons, a probablement une grande influence sur l'expression de nos gènes et sur la fonction de nos cellules. Je peux vous donner un exemple qui est assez frappant. Dans les épilepsies, alors il y a beaucoup d'épilepsies graves qui sont réfractaires aux anticonvulsivants classiques. Et une façon de traiter ces épilepsies, c'est de donner aux patients des régimes riches en corps cétogènes. Enfin bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en gros, c'est du gras. C'est du gras. Donc les patients doivent manger du beurre matin, midi et soir en grande quantité. Eh bien, ça a un impact majeur sur la fonction des neurones. Alors, ça a un impact majeur sur la bioénergétique, mais ça va plus loin que ça aussi. C'est que ça régule, si vous voulez, l'expression des gènes. Parce que quand on va casser ces molécules, on va faire, par exemple, de l'acétyl-CoA, peu importe, qui va être nécessaire, ou qui va être utilisé, si vous voulez, pour acétyler, pour changer la structure des gènes, en fait, et leur expression. Donc, ce que nous mangeons, forcément, a un impact sur ce que nous... Enfin, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai ce qui vous êtes. C'est un peu ça. C'est pas seulement ce que nous mangeons, mais c'est aussi tout le côté chimique dans la nourriture qui ne devrait pas y être. Oui, bon, ça, c'est une autre question. Oui, mais ça sûrement Oui, probablement, tout à fait. Ça, on ne met pas beaucoup en relation, ça encore. Oui. Oui. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui travaillent sur les problèmes de vieillissement. Et j'ai entendu ces dernières semaines plusieurs fois l'affirmation que la personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Ah oui. Alors, pour un scientifique qui travaille là-dessus, est-ce qu'on sait exactement ce qu'il faudrait bloquer ou modifier pour pouvoir vivre plus longtemps? Alors, il y a tout ce qui est transhumanisme, là. Je crois que c'est les gens de Google, le patron de Google. Hein. Le patron de Google a embauché maintenant les plus grands scientifiques mondiaux. Et il dit qu'effectivement, lui, il ne verra pas l'homme immortel, mais qu'il n'est pas loin d'arriver, effectivement. Bon, je ne sais pas ce qu'il faudrait changer, en fait. En fait, ma question, c'est quand on entend ça, on se dit, est-ce qu'il y a des pistes claires ou finalement, bien sûr, c'est peut-être un peu des effets d'annonce Moi, je crois que c'est pour l'instant, ce sont des effets d'annonce. Hein. C'est vrai qu'on peut améliorer la vie d'un ver, par exemple. Ces Elegans, ces petits vers là qu'on utilise dans les laboratoires, on peut multiplier par 2 leur espérance de vie. Ça, c'est vrai. Chez l'homme, je ne sais pas si on serait capable de rendre
non pas les hommes immortels, mais en tout cas de les faire vivre 1000 ans, je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais peut-être ça sera des hommes bioniques qu'il faudra changer. Ils auront un cœur artificiel, ils auront... La seule façon qu'on connaît, y compris chez mammifères comme chez les vers, c'est de manger un peu moins. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. La restriction calorique, ça c'est la seule chose qui marche bien, effectivement. Mais pas chez l'homme, on ne sait pas. C'est très compliqué. Mais c'est vrai que chez le chimpanzé, ça fonctionne bien. Alors, non seulement on vit plus, mais on vit mieux aussi, semble-t-il. On a moins de pathologies, moins de cancers. Ça a été montré chez le chimpanzé, c'est vrai. Au Mali, avec des populations sous-nutries au Mali, on vient de montrer une meilleure santé. S'ils ne meurent pas d'autre chose. Alors, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites. Oui, ça a été fait, ça? D'accord. Et tous ces débris de cellules. Les mitochondries se trouvent donc à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme. Non, elles sont uniquement dans le cytoplasme. Hein, je me suis mal exprimé là. Elles sont uniquement dans le cytoplasme. Non, alors oui, ce que je vous ai dit, c'est que les gènes qu'on trouve dans la mitochondrie, beaucoup de gènes mitochondriaux, ont été transférés dans le noyau. Mais la mitochondrie reste dans le cytoplasme. En fait, c'est uniquement l'ADN qui est transféré par un mécanisme qu'on ne comprend pas bien. Mais tous ces débris de cellules mortes, oui. Ils deviennent toxiques. Ils sont récupérés par le circuit sanguin pour aboutir dans le foie ou quoi? Alors, il y a des cellules spécialisées dans l'élimination de ces cellules. On appelle ça des macrophages. Ah oui. Ils sont chargés en quelques secondes, ils éliminent des cellules. Ah oui. Très bien. Concernant les antioxydants, je connais un scientifique qui a abusé un petit peu d'antioxydants. Oui. Apparemment, ça n'a pas très bien réussi. Oui. Il y a quand même eu plein de maladies, alors qu'il avait toujours l'air très jeune et dynamique, mais ça lui a relativement bien réussi. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir une sorte d'équilibre entre ce qui est oxydant et antioxydant dans le corps? Parce que, par exemple, ce qui serait, par exemple, oxydant pourrait éliminer certains cancers. C'est la première question. Et puis, l'autre question, c'était, oui, que pensez-vous des études sur le stress oxydatif? Donc, le stress oxydatif, ils analysent le sang, et après, vous donnez un niveau de stress oxydatif que vous pouvez avoir. Ah bon, il y a des analyses, on peut faire des analyses, je ne suis pas au courant en fait. Et on vous donne votre état de stress oxydatif. Bon. Je suis un peu dubitatif quant à ces analyses. Mais pour en revenir à votre question, je ne pense pas qu'il soit forcément utile de prendre des grandes quantités d'antioxydants parce que je crois que notre corps prend dans la nourriture ce dont il a besoin et lui en donner trop, de toute façon, n'est pas utile. Par contre, ça peut être effectivement dangereux. La vitamine C peut être pro-oxydante. On dit que c'est un antioxydant, mais c'est aussi un pro-oxydant. Il y avait, comment il s'appelait ce chimiste célèbre là? Comment il s'appelait? J'ai oublié, je cherche son nom là. Pauling, oui. Qui prenait de la vitamine C tous les jours. Oui, des grammes, oui. Bon, il a vécu assez vieux, je crois, mais je ne sais pas si c'était dû à la vitamine C. Mais avant de venir ici, donc je lisais un article dans Nature, dans le dernier Nature, dans lequel les chercheurs montrent que si on prend des antioxydants, en fait, on favorise l'apparition de métastases dans des cancers de la peau. Parce que chaque fois qu'une cellule est libérée dans le sang, à partir de la tumeur initiale, elle subit dans le sang un stress oxydatif. Vous parlez de stress oxydatif. Et ce stress oxydatif va avoir tendance à la faire mourir par apoptose. Okay? Donc si vous mettez des antioxydants, vous empêchez ce stress oxydatif et vous favorisez donc le développement des métastases. Ça vient de sortir dans Nature.